Ce webinaire a pour thème les bilans partagés de médication. Ça s'inscrit dans la mission 5. Les CPTS fonctionnent sous forme de mission. La mission 5, c'est celle qui est consacrée à la qualité et à la pertinence des soins. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément trop en tête les différentes missions de la CPTS, je vous les rappelle rapidement. Les 4 premières missions obligatoires sont l'accès médecin traitant, les parcours, les actions de prévention et la crise sanitaire exceptionnelle. Et puis il y a 2 missions complémentaires. La mission 5, donc aujourd'hui illustrée par les bilans partagés de médication, la qualité et la pertinence des soins, et la mission 6 qui est plus consacrée à la qualité de vie, le terme exact, l'accompagnement des soignants. L'accompagnement des soignants, merci. Et au sein de cette mission 5, on a plusieurs fiches en cours, notamment l'éco-responsabilité et les bilans partagés de médication, et puis un versant aussi recherche en soins primaires qui est développé actuellement. L'enregistrement, ok. Donc, le sommaire du jour, on va essayer de tenir dans le timing imparti. On avait dit 3/4 d'heure. On laissera un petit peu de temps pour les questions si vous en avez besoin. N'hésitez pas à lever la main. Et puis, je me rends compte qu'on s'est pas présenté, au fait. Ça aurait été bien de commencer par là. On fait le petit tour de table ici, je vous en prie. Alors moi c'est Clara Cantrel, je suis infirmière libérale sur la commune de Préau. Jennifer Van Hout, coordinatrice de la CPTS. Maddy Marquet, chargée de mission, notamment sur la communication à la CPTS. Et Jean-Baptiste Miotto, je suis pharmacien d'officine à Rouen. Dans les présents, je pense qu'on a essentiellement des pharmaciens, si je me trompe pas. N'hésitez pas à noter sur le chat votre profession, qu'on sache exactement qui est là. Donc, je reviens à l'introduction. Donc, on va revoir les enjeux des bilans partagés de médication, les constats au travers de 2 sondages, un qui avait été réalisé au mois de septembre 2025 en préambule d'une soirée sur la iatrogénie qui avait été faite à Becquerel. C'était un petit peu aussi l'objet, justement, les sondages avaient mis en évidence qu'il y avait besoin d'un petit peu de retour d'expérience et en tout cas de montrer peut-être quelques outils utilisés qui peuvent faciliter le déploiement des bilans partagés. On échangera sur 2 cas concrets pour justement voir la plus-value des bilans et puis les perspectives en conclusion. Les enjeux, si on parle des enjeux, les bilans de médication sont essentiellement donc pour prévenir de la iatrogénie, éviter les effets indésirables, maintenir l'autonomie du patient, éviter des hospitalisations et renforcer la qualité et la sécurité de sa prise en charge. C'est des enjeux qu'on connaît. Voyons aussi ça, je pense si vous êtes là avec nous, c'est pas par hasard, je pense que l'exercice coordonné, c'est des choses qui vous parlent, et déployons aussi peut-être les bilans, pas simplement en monopro de notre côté, nous pharmaciens, mais voyons ça justement d'une manière pluripro, de manière coordonnée. Évidemment, pour le pharmacien, c'est analyser les traitements, identifier les risques. Le médecin, lui, apporte sa vision clinique et les objectifs thérapeutiques. L'infirmier, l'infirmière, elle est au contact du patient au domicile, donc elle observe la réalité et va repérer des difficultés et va être une source vraiment importante justement pour déployer les bilans de médication. Et puis, c'est aussi une façon de rendre le patient plus acteur de son traitement. Tout ceci, s'est résumé donc en une petite phrase, un même discours des professionnels rassurant pour le patient. Ça crée un climat de confiance. N'hésitez pas si vous aviez des petites remarques d'emblée, n'hésitez pas à lever la main, à ouvrir votre micro. S'il y avait lieu, sinon on avance.
Donc les enjeux, on repasse sur une petite slide cheminement où justement on va revoir rapidement les sondages qui avaient été faits, les 2 sondages. C'est aussi pour vous repréciser que un groupe de 4 personnes, il y avait le docteur Loué, Pauline Aubourg, pharmacien, Jennifer, coordinatrice, et puis moi-même, on avait assisté à une formation qui était dispensée par le CHU, par le docteur Chenaillé, qui est pharmacien hospitalier, qui justement déploie les conciliations médicamenteuses à l'hôpital. Donc ça avait été une première approche, nous, de ce versant hospitalier, pour remettre un peu de contexte aussi, et pour voilà, mieux aussi déployer, comprendre les enjeux aussi à l'hôpital, et pouvoir s'approprier ça à la ville. On avait donc une soirée qui avait regroupé plusieurs thèmes, mais notamment la iatrogénie. Il y avait eu l'intervention de Corinne Desormeaux, qui est pharmacien à la CEPAM, qui était intervenue. Et puis Catherine Chenaillé, était là aussi pour nous expliquer tout l'intérêt du déploiement des bilans, et notamment à ce que la ville s'empare du sujet. Justement, le diaporama de la soirée iatrogénie du mois de septembre 2025, on vous enverra là les slides du webinaire, et vous pourrez cliquer sur le lien du diaporama pour justement voir ce qui s'était dit à l'époque. Les sondages, justement, on avait donc au mois de septembre fait un petit sondage sur les bilans de médication. On avait eu 38 répondants, donc on peut voir que les 2/3 à l'époque déclaraient ne pas avoir mis en place ces bilans de médication, parce qu'il en ressortait que besoin de formation et si besoin de s'organiser. Et que le retour au médecin traitant, d'une manière générale, se faisait de vive voix, et puis ou par téléphone ou par email. Donc dans une grande majorité, il y avait quand même un retour au médecin traitant. Ça montre qu'il faut faire du pluripro, et puis on verra plus tard qu'on peut même partager à d'autres professionnels, hein, et que encore une fois, ne restons pas simplement dans notre coin, et mettons de la coordination dans tout ça. Donc ça, c'était le sondage de l'époque, du mois de septembre. Et puis là, vous avez répondu gentiment à un pré-sondage, ou un sondage pré-webinaire. On a eu 14 réponses. On voit que les répondants n'ont pas mis en place le bilan partagé de médication, que néanmoins, ils collaborent régulièrement avec d'autres professionnels, hein. Et qu'est-ce qui aiderait dans ceux qui ont répondu, c'est que c'était justement un besoin de formation, un besoin d'outils ou de trame pour permettre le déploiement. Donc une trame, les verbatims qui étaient ressortis, c'était une trame permettant justement de gagner en efficacité en temps, une formation avec des exemples concrets, et puis une mise en route d'une manière générale, pour montrer voilà ce qu'il est possible de faire, de vous proposer des outils. Et c'est ce à quoi on va amorcer justement une réponse aujourd'hui avec le webinaire, et puis d'amorcer une interaction justement avec le terrain, avec vous, hein, pour chercher à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous faciliter les choses. Donc je continue la présentation avec justement un retour d'expérience dans mon officine, où ça fait pas si longtemps qu'on s'est emparé du sujet, hein. On met les choses en contexte, hein. Je ne fais pas des dizaines de bilans partagés de médication par jour, soyons réalistes. C'est quelque chose qui, oui, prend du temps. Ce qu'on avait décidé, nous, de faire au préalable, c'est donc d'en informer l'équipe d'une manière générale, parce que je pense qu'il faut que l'équipe soit au courant, et l'équipe sache quelles sont justement les règles d'inclusion des patients quand le proposer. Nous, à la pharmacie, on a mis au point justement un petit flyer pour essayer d'appuyer un petit peu. On se rend compte que on en parle au comptoir, les gens sont parfois un petit peu hésitants, ils réfléchissent. De remettre un petit flyer, ça leur fait un petit rappel, et puis de temps en temps,
on transforme l'essai entre guillemets et au prochain passage où il nous rappelle entre deux en disant bah écoutez j'ai réfléchi et puis faisons ce bilan. Donc un petit support peut être intéressant pour justement appuyer un peu le discours. Lors de la prise de rendez-vous, nous on s'est dit qu'on remettait un petit flyer avec un petit mémo de pensez à ramener vos ordos, ramenez vos médicaments, prenez tout ce qui vous paraît être intéressant à porter à notre connaissance, vos bilans d'analyse il y en a, un carnet de vaccination aussi parce que c'est dans le recueil, en tout cas dans l'entretien de recueil, c'est aussi un élément qu'on interroge. Donc ça c'est on va dire en préambule d'expliquer à l'équipe quel est l'enjeu, quelles sont les règles d'inclusion d'un patient pour un bilan partagé, et puis éventuellement un petit flyer à remettre. C'est vraiment un truc très succinct fait sur une petite feuille, mais ça peut appuyer le discours. Après, encore une fois, c'est mon retour d'expérience. Hein, c'est pas, il y a 36 retours d'expérience possibles différents. On s'est évidemment inspiré des documents fournis par la CEPAM, hein, de l'entretien recueil. Donc, on a identifié le patient, on a fixé un rendez-vous et donc on va le voir pour le premier entretien où on peut partir des documents de la Sécu qui font, je ne sais plus, 7 ou 8 pages. Nous, on a décidé d'en faire une feuille recto-verso en résumant d'une manière plus courte. Il permet... ah oui, l'entretien de recueil, il fait 13 pages, pardon, c'était et résumé en 2 pages, ce qui permet déjà de diminuer un petit peu l'effet... je vais y passer beaucoup de temps à l'entretien de recueil. Quand on remplit 2 pages au lieu de 13, déjà, on a la sensation qu'on va être un peu plus rapide, parce que le but du jeu, c'est pas que l'entretien dure 3 heures, hein, c'est pas du tout l'intérêt de ce genre de choses, et c'est parfois justement un frein au déploiement des bilans, parce que on a 1 milliard de choses à faire, comme tous les professionnels de santé, et de se dire bon l'entretien de recueil, si j'arrive à le timer en 15-20 minutes, ce sera amplement suffisant pour justement prendre les informations. Donc ça, c'est l'entretien qu'on mène actuellement. On a fait aussi le choix d'utiliser un logiciel qui s'appelle Bimedoc. Je pense que vous en avez tous entendu parler, mais qui permet déjà de structurer, d'avoir un tableau de bord des suivis. Ça permet avec un logiciel intégré, d'analyser aussi les traitements, de mettre en page un plan de prise, puisque c'est un des documents qu'on va remettre et aux patients, et aux médecins, et à l'infirmière si on a une identifiée autour du patient. Donc c'est aussi un outil facilitant. Il permet d'analyser aussi les interactions. Et puis, évidemment, vous remettez tout ça en page. Alors, les tableaux, il le fait pas tout seul en page. Hein. C'est quand même heureusement à la main du pharmacien qui met les commentaires, mais il y a quand même l'outil est quand même très facilitant sur le suivi et sur l'élaboration d'un plan de prise. En plus de ça, il est interfacé avec les messageries sécurisées, type MS Santé, qui permet assez rapidement donc d'intégrer dans l'email sécurisé au médecin un petit texte de présentation du contexte du bilan de médication, un tableau qui a été donc proposé au patient et un petit paragraphe littéraire de ce qu'on a identifié, de ce qui peut être intéressant à discuter, à mettre en place. Là, le point de départ, en fait, pour vous redonner un peu de contexte sur cette patiente, c'est une patiente de 82 ans qui régulière sur ses traitements, mais on avait identifié que une fois sur deux, le cardiologique, elle ne souhaitait pas le reprendre lors de son renouvellement. Donc c'est là où on a identifié à l'entretien de recueil que elle le prenait pas en fait depuis plusieurs semaines. Donc c'était le point de départ en fait de lui avoir proposé ce bilan de médication. C'est une patiente, et puis aussi, enfin, conseil, mais ça, je pense que naturellement vous le faites. On va s'adresser à des patients qui sont quand même plutôt ouverts à l'échange,
en tout cas pour débuter, c'est quand même plus facile avec des patients qu'on connaît bien et qui sont plutôt ouverts à ça. Assez naturellement, hein, lors d'entretien, elle a évoqué le fait qu'elle ne le prenait pas depuis plusieurs semaines. Donc ça, évidemment, c'est un point qui a été remis au médecin traitant, parce que le médecin traitant, lui, n'a pas forcément conscience de ça. Le patient va pas lui dire, et nous, on s'en rend compte au renouvellement que le patient, quand il ne reprend pas les boîtes, c'est que, en général, c'est qu'il le prend pas. Ou en tout cas, il n'a pas conscience. Donc, c'est aussi un moyen d'impliquer comme acteur le patient et de lui faire comprendre quel est l'intérêt de ce genre de traitement. Et donc, en petite capture d'écran, c'était justement le tableau de bord d'Inedoc. C'est des dossiers patients. Ça vous permet de voir que il y a eu l'entretien initial qui a été fait, les entretiens de suivi, et ça peut mettre des rappels. Enfin, c'est un outil qui permet de piloter assez facilement les bilans autour d'un patient. On peut justement essayer d'élargir un petit peu le. Donc, est-ce qu'il y a des questions déjà pour jusque là? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent ou pas, ou tout va bien? N'hésitez pas à poser vos questions, notamment sur le chat, parce qu'on Oui, au regarde, fur et à on les mesure, verra. ouais. Même si vous voulez pas prendre la parole, ça peut être une question écrite. Non, a priori pas de questions. Donc tout ça, ça a nourri quand même notre réflexion sur le fait que il est indéniable que un bilan de médication est une valeur ajoutée d'un travail que fait le pharmacien. On dit assez souvent que on ne valorise pas assez le travail qu'on fait. Donc là, les bilans de médication, à mon sens, c'est quand même une façon de valoriser le travail, en étant aidé avec un outil pour essayer encore une fois de réduire à l'essentiel et encore une fois, et puis vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose d'hyper complet. Enfin, évidemment, soyez le plus complet possible, mais on peut y aller aussi par étapes sur un patient où ne faites pas un bilan qui va vous prendre 3 heures d'interrogatoire, 2 heures d'analyse. Enfin, allons sur des choses simples, je pense, au début, et puis on enrichira au fur et à mesure les choses, puisqu'il y a des bilans de suivi de toute façon. Ça nous a fait aussi, en réflexion au groupe de travail, de prendre conscience que il y a besoin de collaborer. Le pharmacien, certes, il valorise un travail, mais c'est dommage de le garder pour soi. Donc, il le transmet évidemment au médecin traitant, mais un email sécurisé, doublé éventuellement d'un appel pour échanger, c'est intéressant. Surtout que le médecin pense que ça, les médecins peut-être présents nous diront, je pense qu'ils sont justement attentifs à tout ce qu'on peut leur apporter. Et là, dans le cas présent où un patient nous confie qu'il ne prend pas un traitement, je pense que c'est justement important. Et puis, l'infirmière aussi qui intervient, comme on disait en introduction, au domicile, elle a un regard très très pertinent sur ce qui se passe, parce qu'encore une fois, le patient ne va pas forcément tout nous dire. L'infirmière est là justement pour apporter de l'eau au moulin. Et ça nous permet aussi, voilà, d'élargir un petit peu sur le fait qu'on constatait qu'il manquait peut-être un outil de partage. Alors, on utilise beaucoup nos téléphones et WhatsApp pour ne pas le citer, qui reste une messagerie instantanée hyper pratique, mais dans nos métiers qui ne sont pas sécurisés. Et on se posait la question justement si vous êtes en demande dans vos pratiques quotidiennes d'avoir un outil de partage sécurisé. C'est un peu la réflexion qu'on se faisait. On ouvre la question, mais c'est aussi de notre point de vue, on pense que c'est quelque chose d'intéressant. Mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous manque? Comment vous pratiquez au quotidien les échanges avec vos professionnels? De toute façon, on a identifié Idomed qui est une messagerie instantanée sécurisée qui est
a priori connu de tous. Il y a des alternatives, hein. Normuni, qui est, on va dire, l'organe développe numérique de l'ARS de la Normandie a développé une solution de messagerie instantanée sécurisée. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent ou pas du tout? Ou pas du tout? On a des interactions sur le chat Pierre qui confirme que pour le médecin généraliste c'est essentiel car un médicament qui est pas su non pris, il peut y avoir un risque d'augmenter les traitements. Et puis on a Pandalab, Doctolib Connect, MS Santé et Idomet qui sont cités sur le chat avec un WIM est mis en place. Okay. Donc Conim est mis en place. Je pense qu'on peut passer aux 2 cas concrets pour essayer un peu d'illustrer les besoins. Oui, après il y avait juste un petit onglet facturation qui alors je sais que maintenant les logiciels métiers sont quand même facilitants pour aider à facturer, mais très rapidement c'est pour vous rappeler quand même que on est rémunéré maintenant à l'acte, hein. Il n'y a plus de rémunération à N+1 quand le parcours complet, enfin bref, c'était très compliqué et ça avait été décrié à l'époque et je pense que c'était un des freins au déploiement à l'époque. Donc la CEPAM a quand même rectifié le tir en rémunérant le travail fait à chaque étape. Et puis pour rappel, donc une seule pharmacie peut accompagner un patient. Ça doit être facturé dans une facture à part sans autre CIP et que il y a des codes pour chaque entretien, hein. Soyez attentifs à ça. Reportez-vous. Alors, au petit tableau, on peut vous fournir, si vous voulez, un tableau un peu plus précis sur les codes actes, mais en général, les LGO sont plutôt facilitants ou en tout cas se sont un peu emparés du sujet dorénavant, avec toutes les nouvelles missions qui se sont ajoutées. Cas concret, on essaye d'illustrer un petit peu des cas qui nous paraissaient être intéressants sur des situations du quotidien où justement là la plus-value d'un exercice coordonné et d'un bilan de médication la prenait tout son sens. Est-ce que Allez. Alors, on a imaginé du coup donc le cas numéro 1, rupture de transmission lors d'une sortie d'hospitalisation. Donc, Madame B, 52 ans, hospitalisée pendant 3 semaines dans un service de psychiatrie pour un épisode dépressif sévère. À sa sortie, donc son traitement antidépresseur est modifié, un anxiolytique est ajouté. Le psychiatre indique dans le courrier de sortie de poursuivre les traitements habituels. Le jour de sa sortie, Madame B retire ses médicaments dans une pharmacie située à proximité de l'hôpital. Donc, pas sa pharmacie habituelle. Ce qu'il se passe ensuite, donc l'infirmière libérale prépare le pilulier à partir des boîtes remises à la sortie d'hospitalisation. Elle ne dispose pas du compte-rendu d'hospitalisation. Quelques jours plus tard, Madame B consulte son médecin traitant pour le renouvellement de ses ordonnances habituelles. Celle-ci n'a pas été informée de l'hospitalisation et renouvelle le traitement antérieur. Donc, on a imaginé que le médecin traitant n'est absolument pas au courant de l'hospitalisation. Madame B se rend ensuite dans sa pharmacie habituelle qui, elle non plus, n'a pas connaissance des modifications réalisées pendant le séjour hospitalier. Elle délivre donc les médicaments prescrits par le médecin traitant. Et lors du passage suivant, l'infirmière constate donc la présence de 2 antidépresseurs différents et donc une discordance entre le pilulier et les dernières délivrances. Donc, on peut donc se questionner donc sur quels sont les risques pour la patiente, quel professionnel détenait une partie de l'information, à quel moment un bilan de médication ou une conciliation médicamenteuse aurait-il permis d'éviter cette situation et quels outils ou organisations pourraient sécuriser la transition ville-hôpital. Donc, dans les messages clés qu'on peut retenir face à cette situation, c'est que chaque professionnel a agi correctement avec les informations dont il disposait. Le problème résulte surtout de la fragmentation de l'information. Le bilan de médication
permet de reconstituer l'ensemble du parcours thérapeutique et d'identifier rapidement les incohérences. On a trouvé que c'était un cas type qui, moi, dans ma profession, arrive assez régulièrement. Oui, et dans la mienne aussi, oui. Voilà, deux ordonnances, une ordonnance hospitalière, une de renouvellement du médecin traitant et des incohérences. Avec une patiente qui ne va pas forcément informer tous les professionnels qui l'accompagnent. On passe au second cas ou... Ouais, on va il y avait rebondir, des remarques sur... est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà arrivées, que vous avez en tête là d'exemples un peu dans le même genre, ou justement vous avez trouvé une issue avec une coordination? Comment vous... Mais Jean-Baptiste, là, l'erreur, elle vient quand même du fait qu'il n'y ait pas eu la transmission hospitalière au médecin généraliste. Mais Ben oui, C'est ça le problème. et ça, malheureusement, C'est ça arrive souvent, hein, où il y a un décalage entre la sortie et la rédaction et l'envoi du courrier. Donc c'est vrai que là, tu as mis en Nous, en tant que pharmaciens, on pouvait voir éventuellement qu'il y a un couac en consultant le DP. Oui, Mais là, le principal problème, c'est qu'il n'y ait pas eu de compte-rendu hospitalier envoyé au général. L'idée, c'est que on le sait depuis longtemps, enfin dans vos quotidiens, ces couacs entre guillemets, ils arriveront toujours parce qu'il y a une densité des flux et donc l'idée, c'est pas de se dire bah oui, mais il n'y aurait pas dû avoir le couac. C'est de se dire que ces couacs, ils existent aujourd'hui, et ils existeront encore demain. Et comment justement on cible dans vos quotidiens qui sont chargés des situations sur lesquelles il faut mettre la barrière de l'arrêt de cette erreur en fait. Et donc du coup sur des situations comme ça montre plus il y a d'acteurs autour d'une situation, plus il y a de risques qu'il y ait un couac entre les acteurs. Et l'idée, c'est de ne pas faire des bilans de médication sur tous les patients, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Mais c'est de se dire sur des récurrents situations, lesquelles je dois cibler le plus, parce que je sais qu'elles sont à plus haut niveau de couac, entre guillemets. Et donc, effectivement, pour avoir parlé avec beaucoup de professionnels, la sortie d'hospitalisation psychiatrique revient régulièrement sur la table, quoi. Donc, je pense que c'était un des critères importants. On parlait d'Idomed tout à l'heure. Il faut savoir que les hospitaliers à ce jour, Idomed ne connaissaient pas. Becquerel pense à pouvoir se mettre à Idomed pour éviter des fois des événements indésirables, par exemple. Ça pourra être des leviers d'action en lien avec ça. Oui, pardon? Non, c'est bien, ouais, c'est tout à fait ça, ouais, c'est vrai. Et oui, c'est vrai que l'idée d'une messagerie instantanée qui n'interrompt pas, qui rajoute pas une charge, mais simplement en ouvrant très rapidement un petit message, on reçoit une ordo, l'infirmière constate la chose, hop, elle met tout de suite dans la boucle le médecin, le pharmacien. Ouais, Partager l'ordonnance. tout de suite, ça prend plus de sens et puis on gagne en efficacité, en rapidité. Le cas numéro 2, on est sur une automédication cachée chez une personne âgée polymédiquée. Madame D, 83 ans, vit en couple à domicile. Monsieur, pardon, je sais pas pourquoi je dis madame, vit en couple à domicile et est suivi par son médecin traitant avec des antécédents d'hypertension, fibrillation atriale traitée par antico, insuffisance cardiaque et arthrose chronique des genoux. Traitement habituel préparé par la pharmacie. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs semaines, Monsieur D se plaint de douleurs articulaires plus importantes. Lors d'une visite familiale, sa fille lui propose des comprimés d'ibuprofène qu'il commence à prendre régulièrement. Consomme également un complément alimentaire pour les articulations acheté sur Internet.
l'infirmière présente peut confirmer qu'il y a beaucoup de choses comme ça au domicile des patients qu'on ne soupçonne pas. Pensant qu'il ne s'agit pas de son vrai traitement, il n'en parle ni à son médecin, ni à son pharmacien, ni à son infirmière. Bon, là, dans le cas présent, il le cache bien. Quelques semaines plus tard, l'infirmier vient à domicile pour l'épouse. L'infirmière observe une majoration des œdèmes des membres inférieurs. Le patient est davantage essoufflé lors de ses déplacements. Plusieurs hématomes apparaissent sur les bras et Monsieur D se plaint d'une fatigue inhabituelle. Elle remarque sur la table du salon une boîte d'ibuprofène. Intriguée, elle questionne Monsieur D qui lui explique qu'il en prend depuis plusieurs semaines, oui, parce qu'il avait plus mal. Et la famille avait, sa fille en l'occurrence, lui avait filé une boîte qu'elle avait sur elle. Donc, les questions qu'on se pose, c'est pourquoi cette crise médicamenteuse est restée invisible pendant plusieurs semaines? À quel moment, encore une fois, le bilan aurait-il permis d'identifier le problème? Et quelles questions systématiques pourraient être intégrées aux pratiques de chacun? Avec, encore une fois, pour message clé, les médicaments prêtés par un proche, les restes d'anciennes prescriptions, les produits achetés hors circuit habituel de soins peuvent échapper totalement aux professionnels. Ça, c'est une réalité. L'observation de l'infirmière au domicile associée au partage d'informations avec le médecin et le pharmacien permet de révéler un risque médicamenteux majeur qui n'aurait pas été identifié par la seule analyse des prescriptions. Donc, encore une fois, quand vous faites votre entretien de recueil, peut-être se dire, s'il y a une infirmière identifiée, de la prévenir qu'on met un bilan en route et puis de l'interroger. Est-ce qu'elle a vu traîner sur la table des choses parce qu'il faut quand même recouper les informations et encore une fois, l'œil aguerri de l'infirmière qui est quotidiennement auprès du patient dans son domicile, dans son environnement, ça permet parfois de détecter des potentiels dangers. Qu'est-ce que ça vous évoque à nouveau? Est-ce que ça vous parle encore une fois? Je pense que oui. Et puis de rebondir sur le fait que dans la mesure du possible, sur notamment les patients âgés, quand il y a des achats de médicaments sans prescription obligatoire, tous ceux qu'on connaît, prendre peut-être le réflexe de le noter automatiquement sur le dossier parce que c'est potentiellement une source riche d'informations sur une possible hospitalisation un jour. On a le CHU, les urgences qui nous appellent en disant on accueille votre patiente. Est-ce qu'il y a des achats d'automédication hors ordonnance? Et ça peut être une vraie source d'interprétation, en tout cas, de ce qui se passe. Dans le chat, c'est marqué classique. Classique, ouais. Mais oui. Donc, c'est pour illustrer l'automédication. Il n'y a pas de souci à ça si elle est documentée et bien intégrée dans un dossier patient connu. Et puis, de solliciter l'infirmière si elle peut participer comme source d'infos, de recueil au moment du bilan d'initiation, de l'interpeller. C'était un des messages clés lors de la soirée de Catherine Chenaillé, d'ailleurs, qui disait que des fois, la conciliation médicamenteuse, on s'en fait une montagne. Et prendre un morceau par un morceau, c'est déjà de mettre en place un réflexe iatrogénique. Le premier réflexe iatrogénique, je prends la carte vitale quand il y a de l'automédication pour qu'elle apparaisse dans un DMB. Donc voilà, c'est découper le problème pour pouvoir changer de pratique petit à petit. Donc en résumé, il y a la règle des 5B, le bon patient au bon médicament à la bonne dose, à la bonne voie au bon moment. Et donc du coup, en tant qu'acteur de CPTS, ça ferait grâce à la bonne coordination, parce qu'on voit les outils sont un élément important. Et donc on voulait vous suggérer de pouvoir envisager les perspectives sur cette fiche action, puisque savoir vos attentes, est-ce que vous auriez besoin de documents support, est-ce que ça serait utile pour vous, est-ce que sur cette fiche action, vous seriez tenté de pouvoir écouter un webinaire. Il y a une formation qui est proposée par l'Omédie de Bretagne
sur l'optimisation de la pharmacothérapie de la personne âgée. Éventuellement, la CPTS pourrait être un support de pouvoir écouter en groupe sur des pharmaciens du secteur, des infirmières du secteur et des médecins, d'écouter ce webinaire-là en groupe et qui permettrait à la fois d'échanger sur nos quotidiens et d'échanger justement comment on trouve les leviers chacun sur cette thématique de pouvoir tous agir sur les bilans de médication. On va vous proposer un questionnaire de satisfaction. On apprécierait grandement que vous y répondiez. Encore une fois, pour qu'on se dise, on va dans le bon sens et vous êtes en attente. Après, s'il n'y a pas d'attente, aucun problème avec ça. Hein. Vous pouvez nous dire tout ce qui vous passe par la tête, mais voilà, de prendre 2 minutes, le questionnaire est vraiment fait pour être rempli très rapidement.